Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Global Africa et Fréquence Protestante. Nous recevons aujourd'hui Djenaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste et candidate sur la liste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On m'accompagne pour cette interview Baptiste Maisonneux, journaliste chez Fréquence Protestante. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors, avec les sondages, peut-on officiellement déclarer que la social-démocratie est de retour? On peut surtout déclarer que la gauche est de retour et que du coup, effectivement, notre famille européenne, la social-démocrate, que nous partageons avec Raphaël Glucksmann, peut espérer faire un score intéressant le 9 juin prochain. Vous êtes donc fier de ce choix stratégique de ne pas reconstituer une NUPES pour ces élections? En fait, c'est pas seulement un choix stratégique, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous. Il faut refaire un petit peu le film, c'est-à-dire que dès le départ, Marie Toussaint et Marine Tondelier ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas faire de liste commune, tout de suite, sans même avoir ouvert des discussions. Ensuite, par la voix de Fabien Roussel, le Parti communiste, lui aussi, a dit « on ne fait pas de liste commune ». Donc du coup, il n'y avait pas de sens à ce que le Parti socialiste parte seul avec la France insoumise. Surtout que nous sommes sur un scrutin avec une proportionnelle intégrale, donc du coup, on n'est pas du tout sur des enjeux comme ceux d'une présidentielle ou encore d'une législative, parce que vous n'avez qu'un tour, et chacun pourra siéger et défendre ce qu'il est avec les particularités de nos combats. Mais au sein de l'hémicycle, ça ne nous empêchera pas de travailler ensemble comme on l'a fait les 5 dernières années. C'est quand même assez paradoxal parce que le Parti socialiste est un parti reconnu pour rassembler en principe. Est-ce que c'est peut-être pas cette perte d'efficacité aujourd'hui au sein de la classe politique, au sein de la gauche, qui vous empêche aussi d'aller vers l'union, de rassembler? Non, parce qu'on a toujours été unioniste et d'ailleurs parfois de manière beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que vous savez, on dit toujours l'union est un combat, on l'a été pour 1, pour 10. Et là encore, malgré les attaques qu'on peut subir pendant cette campagne et notamment à gauche, on dit et on répète que nous, notre seul adversaire, ça reste l'extrême droite et que notre objectif est de passer devant Renaissance pour prouver que leur action a été plus que insignifiante au Parlement européen. Non, je dirais simplement que sur ces élections-là, sincèrement, ça ne faisait pas grand sens d'avoir une liste commune. Par contre, on est clairement conscient que pour 2027, il faudra un seul candidat de gauche, unis, et donc nous y travaillerons dès le 10 juin. Je vais être un peu taquin, mais vous avez accepté, lorsque vous avez constitué la NUPES, de désobéir ensemble à des textes européens. Donc, oui. Pourquoi aujourd'hui vous dites que ce n'était pas cohérent de s'associer sur la question du projet? C'est pas cohérent à partir du moment où vous avez déjà 2 formations qui disent dès le départ, nous, on part tout seul. Donc c'est peut-être ce point-là, ce n'est pas le projet qui posait problème. Non, donc, le projet, il faut savoir que, contrairement à ce qui peut être dit, les groupes de gauche, que ce soit le nôtre ou encore celui des LFI ou encore celui des écologistes, ont voté à près de 80% de la même manière au Parlement européen. Et c'est d'ailleurs assez heureux parce que ça veut dire qu'on a des combats communs, des valeurs communes. Après, sur les 20%, d'ailleurs, si vous regardez dans le programme de la NUPES, on avait précisé les points sur lesquels nous n'étions pas d'accord, en toute transparence. Mais aujourd'hui, force est de constater que on n'a pas pu faire une liste commune, on ne va pas pleurer sur le lait qui est déjà versé. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur bien réussir ces échéances et surtout comment on fait après pour faire que la gauche soit bien entendue. Parce que moi, ce qui me navre surtout aujourd'hui, c'est le score du RN qui est à plus de 30% et le total de l'extrême droite est à plus de 40%. Donc je crois que c'est vraiment ça qui devrait nous focaliser et sur lequel il va falloir travailler dès le lendemain de ces échéances. Justement, comment expliquez-vous cette percée de Jordan Bardella dans les sondages aujourd'hui? Je vous avoue que je me pose un certain nombre de questions parce que, première chose, on sait que ce score n'est pas dû au bilan de Jordan Bardella au sein du Parlement européen. Il n'a déposé en tout et pour tout, je crois, en 5 ans, qu'une vingtaine d'amendements. Il est classé 658e, je crois, de mémoire, sur 705 au niveau de l'influence des députés parce qu'il est quasiment absent tout le temps. D'ailleurs, il y a une blague qui circule au Parlement européen, on l'appelle Bardé pas là, parce que son action au sein du Parlement est vraiment proche du néant. Ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, celles et ceux qui portent
justement leur voix sur le Rassemblement national, estiment que c'est le moyen d'exprimer une certaine colère, que c'est aussi un moyen de faire barrage à la majorité présidentielle, sauf qu'on n'est pas du tout sur les enjeux européens. L'enjeu européen, c'est un enjeu qui est primordial parce qu'il y a des décisions qui sont prises au sein du Parlement européen qui affectent notre quotidien. Et c'est ça qui me navre, c'est que on l'a même vu lors d'un reportage, lorsqu'on pose la question aux personnes qui étaient présentes lors du meeting du Rassemblement national, on leur a dit mais c'est pas bizarre, il n'y a pas le drapeau européen. Elle leur a dit oui mais c'est normal parce qu'en fait on parle pas du tout d'Europe. Ça veut dire qu'il y a aussi une méconnaissance, mais qui est partagée par beaucoup de Françaises et de Français. Un sondage récent disait que plus de 70% méconnaissaient la date du 9 juin et ne savent même pas qu'on a des échéances électorales à venir d'ici à peu près 25 jours. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait une action pédagogique aussi envers les électeurs en leur disant attention, le 9 juin, il y a un vote qui est extrêmement important parce qu'on sait très bien que les décisions qui sont prises à Bruxelles vont influer sur notre quotidien et puis aussi sur beaucoup d'aspects comme l'agriculture, l'alimentation ou encore l'éducation. Quand le président Macron dit que l'Europe est mortelle, vous partagez totalement ce point de vue aujourd'hui? Non, je ne dirais pas que l'Europe est mortelle. Et puis le président Macron aime à dramatiser les situations. Le problème, c'est pas qu'elle est mortelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe semble très éloignée parce qu'on ne fait rien pour la rapprocher justement des électeurs et des électrices. Ça, c'est la première des choses. L'Europe aussi est en danger parce que nous avons de nouveau la guerre sur notre territoire, sur notre continent, et qu'il va falloir que nous puissions être une Europe puissance, capable de résister, capable aussi de résister non seulement à l'impérialisme russe, mais aussi aux empires, que ce soit chinois ou américains. Surtout que vous et moi, nous savons qu'il y a une échéance électorale au mois de novembre prochain aux États-Unis et que tout laisse penser que c'est quand même Donald Trump qui va revenir au pouvoir. Et ça veut dire aussi que c'est, en termes de souveraineté, ça va poser un certain nombre de problèmes en termes d'énergie, en termes aussi d'armement pour l'Ukraine, etc. Donc il est important que l'Europe mûrisse, passe à l'âge adulte, qu'elle soit capable de se protéger, de protéger ses concitoyens et d'être une Europe qui soit une Europe puissance et aussi porteuse d'espoir et d'avenir. Parlons d'écologie avec Baptiste. Vous parlez d'avenir justement et je vois que vous avez intégré le mot écologie à votre vocabulaire politique. Tout à fait. Et selon votre programme, ça passe notamment par la relocalisation des industries stratégiques pour fabriquer en Europe. Tout à fait. Comment vous allez faire pour allier cette production européenne et une diminution des coûts de l'énergie? En fait, les gens pensent souvent que industrialisation, production est antinomique d'écologie. En fait, non. L'écologie, elle peut être justement, c'est pas moins d'industrie, c'est plus d'industrie. La seule différence, c'est qu'il faut produire autrement. Il faut produire autrement parce qu'il faut produire avec des énergies durables. Il faut aussi, par exemple, fabriquer des panneaux photovoltaïques qui aujourd'hui viennent majoritairement de Chine, ce qui est un non-sens écologique. Il faut aussi qu'on soit en capacité de retrouver de la souveraineté. On l'a vu pendant le Covid. On n'a pas été en capacité de produire un vaccin. Nous n'avons pas été non plus en capacité, par exemple, on a des ruptures assez récurrentes de paracétamol. Donc, produire mieux, produire plus, produire européen, en se disant qu'il y a aussi de nouveaux métiers qu'il va falloir accompagner. Il faut aussi accompagner nos agriculteurs dans l'agroécologie. Tout ceci est porteur d'emploi, tout ceci est porteur d'industrie, mais c'est simplement qu'il va falloir changer notre façon de faire. De la même manière que nous avions réussi cette révolution industrielle au moment, justement, après la Seconde Guerre mondiale, il va falloir qu'on soit en capacité de réussir la révolution écologique parce qu'on a des enjeux d'ici à 2030 pour sauver justement notre planète. Et ça passe par une industrie verte, ça passe par du Green Deal. Parlons aussi d'Ukraine. Jusqu'où faut se tenir l'Ukraine? Jusqu'où il faut soutenir l'Ukraine, il faut, comme l'a rappelé Raphaël Glucksmann, il faut une économie de guerre. Ça ne veut pas dire qu'on va envoyer des troupes au sol. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de leur fournir
des armes, il faut leur fournir aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas qu'il y ait une armée, des soldats. Ils disent juste, obtenez-nous du matériel qui nous permette de nous défendre. Et ça, faire cela, défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. Parce qu'on sait très bien que dans l'esprit de Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est qu'une étape. On a déjà vu ce qu'il a fait en Crimée, on a vu ce qu'il a fait en Géorgie. Et lorsque vous voyez d'ailleurs le peuple géorgien qui défile avec le drapeau européen et qui justement demande de la souveraineté, c'est notre responsabilité que d'aller soutenir l'Ukraine. Si nous ne le faisons pas, eh bien, on laisse la porte ouverte à d'autres ingérences, à d'autres agressions sur des territoires qui sont des territoires européens. Donc il faut exclure toute intervention militaire extérieure de la part des Occidentaux en Ukraine aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas, ce n'est absolument pas... on peut l'envisager. Moi, sincèrement, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que si on en arrive là, ça veut dire qu'on est dans un conflit qui se mondialise. C'est un discours réaliste que le président a quand même aujourd'hui, de dire qu'il n'exclut pas une intervention militaire. Moi, je ne sais pas s'il faut exclure, parce que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas à avoir recours à ça. La question aussi de l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne est au cœur de cette campagne. Est-ce que vous croyez réellement? Est-ce que l'Ukraine a sa place dans l'Union européenne? Oui, l'Union a sa place dans l'Union européenne, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle réponde à un certain nombre de critères. Ce n'est pas parce que l'Ukraine est en guerre aujourd'hui, qu'elle est agressée par la Russie, qu'on doit faire l'économie d'une procédure qui soit exactement la même que tout autre pays qui demande à adhérer justement à l'Union européenne. Il y a encore des problèmes de corruption, il y a encore des problèmes justement de respect aussi des droits. Tout ceci, et puis la gestion en termes économiques, tout ceci, ça se travaille, tout ceci, ça s'accompagne, mais il faut qu'in fine, l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne. Ça n'aurait pas de sens de ne pas le faire. Il y a aussi une autre guerre qui est au cœur de cette campagne, c'est la situation à Gaza. Bien sûr. Où justement, votre tête de liste, elle affiche une position plutôt claire depuis le 19 octobre, où il votait au Parlement européen contre les amendements de résolution européenne condamnant les crimes de guerre. Il n'y a pas si longtemps, sur le plateau de Quotidien, il refusait de parler de génocide. Face aux étudiants à Sciences Po, il approuvait l'évacuation et l'intervention policière. Quelle est votre position sur le sujet? Alors, je pense qu'il y a un petit sujet, parce que ce que vous rapportez de la position de ma tête de liste, Raphaël Glucksmann, n'est pas le cas. Dès le 14 octobre, Raphaël Glucksmann a condamné... le 7 octobre, il condamne les attentats. Parce que nous, on a dit que c'était un attentat terroriste. On est très clair. On n'a pas bégayé lorsqu'il s'agit de ça. Mais de la même manière, dès le 14 octobre, Raphaël Glucksmann, justement, alertait sur le fait que ça ne devait pas tourner, la légitime défense d'Israël ne devait pas tourner à une punition collective. Il a voté, justement, la demande de cessez-le-feu. Il y a un amendement qu'il n'a pas voté, et d'ailleurs c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. L'amendement qu'il n'a pas voté, justement, était de dire qu'il fallait tout de suite, au lendemain, c'était au lendemain des attentats du 7 octobre, il disait qu'il fallait cesser toute association avec Israël. Et lui, il disait non, il ne faut pas cesser toute association avec Israël à ce moment-là, parce qu'il venait de subir un attentat, et qu'il fallait au contraire discuter pour qu'il n'y ait pas punition collective. Depuis, notre position est limpide, il faut un cessez-le-feu immédiat, parce qu'une vie vaut une vie. Une vie israélienne vaut autant qu'une vie palestinienne. De la même manière, depuis toujours au Parti socialiste, nous sommes pour la reconnaissance des deux États. On ne pourra pas avoir de paix durable s'il n'y a pas deux États dans cette partie du monde. Et moi, je suis assez, gênée de l'instrumentalisation qu'il y a de ce conflit et d'entendre de manière continuelle que nous aurions une indignation à géométrie variable. Non, nous n'avons pas d'indignation à géométrie variable. Nous défendons les Ukrainiens lorsqu'ils sont en guerre. Nous avons été les premiers, par la voix de Raphaël Glucksmann, à dénoncer la situation des Ouïghours en Chine. Je rappelle que d'autres partis de gauche, la France Insoumise pour ne pas les citer, a refusé de reconnaître le génocide des Ouïghours. Ils ont voté, ils se sont abstenus au moment du vote à l'Assemblée. Donc nous demandons, et d'ailleurs Pedro Sanchez, qui fait partie de la coalition des sociodémocrates, demande à ce que l'Union européenne reconnaisse l'État de Palestine. Si nous étions au pouvoir, nous demanderions exactement la même chose et nous ferions ce que dit Pedro Sanchez, c'est-à-dire que lui le reconnaîtra si l'Union européenne ne le fait pas. Est-ce qu'il y a génocide ou pas à Gaza actuellement?
Nous utilisons avec précaution ce terme parce que nous attendons qu'il y ait une qualification juridique. Vous savez, quand vous parlez de génocide, c'est un terme très fort. Par contre, ce qui est très clair, c'est que la Cour pénale internationale a clairement dit qu'il y avait un risque de génocide. Mais ce n'est pas le terme qui compte. Ce qui compte, c'est que cette situation, elle est effroyable. Vous avez plus de 40 000 personnes qui sont mortes, donc plus de 6 000 enfants. Il faut encore combien de morts pour que ce gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou cesse ces bombardements sur des civils? Parce que c'est ça le problème. Parce que les bombardements tels qu'ils sont aujourd'hui visent en priorité des civils. On leur a demandé de se rabattre sur Rafah pour ensuite bombarder Rafah. Ce sont des crimes de guerre. Ça n'est pas acceptable et j'espère vraiment que toute la communauté internationale pèsera de tout son poids et surtout l'Union européenne doit être beaucoup plus ferme et d'ailleurs suspendre l'association avec Israël, c'est ce que nous demandons. Elle doit demander un cessez-le-feu immédiat et elle doit œuvrer pour que Benyamin Netanyahou réponde justement à ces demandes et qu'il le fasse immédiatement. Parlons maintenant d'immigration. Est-ce que selon vous, l'Europe est aujourd'hui submergée? Alors ça, c'est un fantasme de l'extrême droite, sincèrement. Il n'y a pas de crise migratoire aujourd'hui? Il y a une crise migratoire, ça c'est vrai. Parce que cette crise migratoire, il faut le rappeler, c'est qu'il y a des gens qui fuient la guerre, parce qu'on parle de Gaza, mais il y a la Syrie, il y a le Congo, il y a beaucoup d'autres endroits où vous avez des conflits qui durent depuis des années et qui font des milliers et des milliers de morts. Il y a aussi la crise migratoire parce que vous avez aussi des réfugiés climatiques, des gens qui ne peuvent plus vivre là où ils sont nés parce que les conditions climatiques sont devenues absolument insupportables. Il y a une crise migratoire, mais la façon de la gérer aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Vous n'avez pas voté le pacte asile-immigration. Nous avons voté. Qu'est-ce qui manquait concrètement? Parce que le pacte asile-immigration ne règle pas le problème que l'on a aujourd'hui. Nous, ce qu'on propose, c'est d'abord qu'il y ait un devoir de sauver. On ne peut pas, nous, on n'accepte pas. Et on ne peut pas s'habituer à ce que la mer Méditerranée soit devenue un cimetière. Vous savez qu'il y a eu plus de 50% de victimes en plus en 2023 par rapport à 2022. C'est inacceptable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut renforcer et il faut justement financer ces associations qui sauvent les migrants qui sont en mer. Deuxième chose, il faut arrêter d'externaliser la gestion des flux migratoires à d'autres pays tels que la Turquie, la Libye, parce que ça veut dire aussi, la Tunisie qui est partenaire de l'Union européenne, ouais. N'est-ce pas? Et on sait très bien la façon dont comment traitent les migrants ces pays. On a vu des gens être vendus sur des marchés. En Tunisie, on a vu des gens mourir dans les déserts parce qu'on les a refoulés sans même un verre d'eau. C'est la responsabilité de l'Union européenne que de gérer ces flux migratoires. Il faut des voies légales de migration. C'est ce que propose Raphaël Glucksmann et c'est ce que nous portons sur notre liste parce qu'on sait très bien qu'on a besoin d'avoir des gens qui viennent de l'étranger, des étrangers qui travaillent. C'est de l'hypocrisie que de dire que le zéro migration, c'est un fantasme. D'ailleurs, Giorgia Meloni, qui a fait toute sa campagne sur cela en disant « moi, je ne laisserai rentrer personne », eh bien, elle a laissé rentrer 450 000 personnes parce qu'elle en avait besoin. Donc, il faut des voies légales d'immigration, il faut un accueil digne, il faut aussi un traitement aux frontières des demandes de droit d'asile. On n'a pas à les envoyer ailleurs. Et ensuite, celles et ceux qui ne répondent pas justement aux critères, eh bien on les accompagne dignement. De la même manière, il faut que l'Union européenne soit meilleure en termes de coopération. Parce que aider au développement dans les pays d'origine, c'est aussi ça qui manque. Justement, quelle doit être la relation aujourd'hui entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique? L'Union européenne et les pays de l'Afrique doivent avoir une relation équilibrée. Déjà, je pense que l'Europe doit peser de tout son poids pour que l'Afrique soit mieux représentée à l'ONU. Elle a très peu de place et elle doit être beaucoup mieux représentée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut que la part qui est dévolue au développement sur place soit plus importante. Il faut aussi des contrôles pour que ce qui est envoyé pour aider
par exemple, à la construction d'infrastructures, à l'accès à l'eau, l'accès aux soins. Tout ça doit être justement beaucoup plus régulé et beaucoup plus contrôlé. Par ailleurs, je pense qu'on a une vraie chance lorsque on a des étudiants africains qui viennent se former en Europe. Loin du fantasme de l'extrême droite, il faut savoir que plus de 80% des étudiants africains retournent dans leur pays parce qu'ils veulent participer au développement. Donc il faut aussi travailler sur les visas. Moi, je pense que c'est honteux ce qu'on a pu faire, la majorité présidentielle, lorsque on demande à des étudiants étrangers de payer un prix beaucoup plus important quand ils arrivent. Les frais d'entrée universitaires, c'est honteux. Et moi, je pense que plus nous aurons un accueil qui soit digne, un accompagnement qu'on permettra justement à toute cette nouvelle génération de se former, et plus les rapports seront équilibrés, et on en a besoin. Rapidement, on va parler des jeunes avec Baptiste. Oui, justement, ça tombe bien que vous parliez jeunesse. Vous êtes professeur, si je ne me trompe pas, en lycée professionnel. C'est ça. Et dans votre vidéo de présentation pour la place publique, vous dites que l'un de vos objectifs est que tous ces ados s'approprient l'identité européenne. C'est ça. Et d'un autre côté, pour le journal de Libération, vous avez publié une tribune dans laquelle vous expliquez que les jeunes des quartiers populaires ne se sentent pas représentés dans le monde politique. Pour vous, ça passe pour quoi? Comment on fait face à un tel phénomène de déconnexion? Alors le phénomène de déconnexion, c'est d'ailleurs d'abord parce que souvent, les candidats aux élections européennes ne ressemblent pas à nos jeunes. On a la chance sur notre liste d'avoir plus de 15 jeunes qui sont sur notre liste. Dont la présidente des jeunes socialistes qui est en place éligible. Et je crois que c'est aussi important. Ça veut dire que vous ne pouvez pas intéresser les gens lorsque déjà ils ne se reconnaissent pas dans les candidats que vous envoyez. Deuxième chose, je pense aussi qu'il y a un travail pédagogique. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante depuis 26 ans. L'Europe a une toute petite place dans nos enseignements. Donc déjà, leur expliquer ce qu'est l'Europe, pourquoi on l'a voulu. L'Europe, c'est d'abord quelque chose qu'on a voulu pour être un garant de paix. Et puis Erasmus, qui est un des objets, enfin un des éléments phares de cette Union européenne, n'est pas accessible à tous. Eh bien, nous, on demande une généralisation d'Erasmus. Et même dans ma tribune, je proposais un budget participatif qui soit dédié aux jeunes, c'est-à-dire faites-moi un projet où vous avez l'obligation d'aller vous balader dans un des pays d'Europe pendant un mois, rencontrer d'autres jeunes européens. Et ça, je crois que ça aide à s'approprier cette identité européenne qui paraît très très lointaine des quartiers populaires et des quartiers ruraux. Dans 3 ans auront lieu les élections présidentielles. Je crois que c'est une question spéciale pour vous, avant de clôturer. Écoutez, je reprends d'ailleurs un peu le sujet des jeunes aussi, parce qu'on a eu cette tribune publiée par les groupes de jeunes du PS, de LFI, d'Europe Écologie Les Verts, en septembre 2023, et qui parlait d'une union potentielle entre les gauches, sur des projets communs. La question ne se pose plus maintenant pour les européennes, mais pour les élections de 2027, est-ce que vous imaginez une nouvelle alliance, une NUPES 2? De toute façon, il faudra une nouvelle alliance. Il faudra aller au-delà de ce qu'on a pu faire au moment de la NUPES, parce qu'il faut que nous soyons le plus large possible. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer tout ce qui est les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les associatifs, les hommes et les femmes qui sont engagés sur des causes. Je pense que si nous ne sommes pas en capacité d'élargir justement cette alliance à gauche, on ne sera pas en capacité de proposer une alternative crédible. Parce qu'on le sait très bien, s'il n'y a pas de candidats unis à gauche, on connaît déjà le résultat des présidentielles en 2027. Et je crois que c'est de notre responsabilité que de mettre nos égos de côté. Il faut un projet commun. Viendra ensuite le temps de l'incarnation, mais il est primordial que la gauche soit capable de discuter. D'ailleurs, c'est ce que François Ruffin et Raphaël Glucksmann ont commencé à faire, et je crois qu'il faut le continuer. Olivier Faure, vous savez, quand on a fait la NUPES, ça n'a pas été facile. Beaucoup, même au sein même de notre parti, nous le reprochent encore. Mais je crois que nous avons eu raison, parce que l'électeur de gauche, il a besoin de ça, et il nous réclame justement un candidat de gauche uni. C'est notre responsabilité, on le fera, c'est important, mais il faudra le faire dans le respect de chacune des formations et dans justement l'objectif d'abord de faire barrage au Rassemblement national. On l'a vu, seule la gauche est capable de faire barrage au Rassemblement national parce que la majorité présidentielle est une passerelle.
le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. Les idées d'extrême droite n'ont jamais été aussi diffusées dans notre pays, notamment à cause de médias que je ne citerai pas ici. Je crois qu'il est important qu'on reprenne cette bataille idéologique et ça passe par une union de la gauche. Merci beaucoup, Ginette Diop, et rendez-vous le 9 juin. Oui. Merci Baptiste, merci à vous, Merci à chers vous. spectateurs et aux auditeurs de Fréquence Protestante. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.